toute l'équipe de l'UTL d'avoir organisé cette conférence. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les bipolaires qui sont là, à leur entourage, aux médecins aussi. Voilà, donc en fait, cette conférence, elle s'appelle « Apprivoiser sa bipolarité ». Alors, apprivoiser sa bipolarité, bon, c'est un peu bizarre. Disons, soigner sa bipolarité ou guérir de sa bipolarité dans des cas très rares, c'est des choses qu'on entend, mais apprivoiser sa bipolarité comme on apprivoiserait un animal sauvage, c'est un peu étonnant. Donc, on va voir comment on peut apprivoiser sa bipolarité. Alors, qui est votre conférencier? Moi, je ne suis pas un médecin, je suis un ingénieur et un écrivain. J'ai été diagnostiqué bipolaire en 1999, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Et j'ai été interné en hôpital psychiatrique à de nombreuses reprises, ça fait à peu près 1 an tout cumulé. Alors, depuis 2013, je suis stabilisé. Et depuis toutes ces années que je subis un peu cette maladie, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir sur son fonctionnement. Donc, à partir de cette réflexion, j'ai écrit un livre en 2019 qui s'appelle « Bipolarité, mon ami ». Donc là, on retrouve un peu l'idée d'apprivoiser sa bipolarité. Donc, ce livre, je l'ai diffusé sur Amazon. Donc, j'ai eu un certain nombre de lecteurs, un certain nombre de retours. Et je l'ai proposé aussi à des médecins comme le professeur Christophe Lançon, qui est professeur de psychiatrie à Marseille, et le docteur Claude Guinard, qui est aussi chef de service en psychiatrie à l'hôpital Valvert. Alors, ils ont déclaré tous les deux que ce livre pouvait être un très bon guide pour les patients, pour l'entourage et aussi pour les médecins. Et monsieur le professeur Christophe Lançon m'a demandé si je pouvais faire une vidéo de témoignage sur mon expérience. Et donc, j'ai fait cette vidéo que vous pouvez voir sur Internet, sur YouTube, elle s'appelle « Apprivoiser sa bipolarité ». Et donc, il y a une audience assez forte et j'ai un retour assez conséquent, disons, des internautes. J'y passe à peu près 1 heure par jour à répondre aux questions des internautes sur la bipolarité. Alors, en fait, au terme de toute cette réflexion, moi, je pose une question. Est-ce que la bipolarité, c'est un handicap? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit subir? Ou bien est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un atout qu'on a dans son jeu? Donc, cette conférence nous donnera des réponses. Alors, le plan de la conférence, il y a 3 grandes parties. Première partie, c'est quoi la bipolarité? Donc là, c'est un peu un cours magistral sur les grandes caractéristiques de la bipolarité, bon, qui sont quand même vues au travers de mon expérience. Voilà, donc les symptômes en gros de la maladie. La deuxième partie, donc, c'est la bipolarité a-t-elle un rôle? C'est-à-dire la bipolarité, est-ce que ça apparaît un peu n'importe quand dans la vie du malade, ou est-ce qu'il y a des circonstances particulières dans lesquelles ça apparaît, et quel est l'objectif que poursuit la maladie quand elle active ce processus? Après, on va voir en première partie que les symptômes sont parfois assez graves, hein, les symptômes de la bipolarité. Et dans la troisième partie, on va essayer de voir quels sont les outils qu'on a à sa disposition pour contrôler les crises bipolaires, maniaques ou dépressives. Et on verra qu'il y a pas mal d'outils à sa disposition. On aura une conclusion et ensuite, je vous laisserai un temps pour les questions. Alors, c'est quoi la bipolarité? Eh bien, il y a un médecin allemand au siècle dernier qui a observé les patients psychiatriques, en hôpital psychiatrique, sur la durée. Observer l'évolution en fait, des patients sur la durée. Et il s'est rendu compte qu'il y avait certains patients pour lesquels il y avait des alternances entre des phases d'excitation, des phases euphoriques, et des phases dépressives, parfois suicidaires. Donc,
Donc, il a appelé ces malades-là les maniaco-dépressifs. Maniaque pour la période d'excitation et dépressif, bien entendu, pour la phase dépressive. Alors maintenant, on appelle ces malades les bipolaires. Mais en fait, il n'y a aucune différence entre être bipolaire ou maniaco-dépressif. C'est simplement qu'on a changé le nom parce que maniaco-dépressif, c'était un peu lourd. Alors, on va voir quels sont maintenant les symptômes des phases maniaques, donc des phases d'excitation. Alors, vous avez un certain nombre de symptômes. Le premier, c'est l'activité intellectuelle intense. Vous avez une grande fébrilité intellectuelle, beaucoup d'idées qui surgissent dans votre esprit, et ces idées sont assez confuses, enfin tumultueuses, imbriquées les unes dans les autres. Il n'y a pas forcément une grande continuité dans votre esprit. Enfin, ça, c'est quand les phases maniaques sont assez avancées. Deuxième symptôme, c'est l'insomnie. Bon, moi, typiquement, j'ai un sommeil de 7 à 8 heures par nuit. Dès que je passe en phase maniaque, j'ai un sommeil qui va passer à 4 heures, mais ça peut être aussi beaucoup plus petit que ça peut tomber à 1 heure ou des fois simplement quelques minutes par-ci par-là dans la journée. Donc on conçoit que si ça dure pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, au bout d'un moment, la fatigue s'accumule et bon, le raisonnement on commence à passer un peu hors de la réalité, on commence à perdre le contact avec la réalité. Un autre symptôme, c'est la désinhibition. Quand vous êtes en crise maniaque, tout est autorisé, vous vous donnez absolument tous les droits, il n'y a plus de règles. Alors évidemment, ce qui fait que les gens dans votre entourage vous trouvent que vous n'êtes pas du tout comme d'habitude parce que vous ne respectez plus les règles. Il y a aussi le sentiment d'invincibilité, vous croyez tout puissant, invincible. Voilà, donc ça c'est les premiers symptômes. Après, il y a un symptôme aussi qui est très important, que moi, je n'ai pratiquement pas, mais qui est très répandu chez les bipolaires, c'est les dépenses extravagantes. Il y a des gens, quand ils sont en phase maniaque, ils achètent énormément de choses, ils se mettent dans des situations financières épouvantables. Voilà, tout ça parce qu'ils ont des pulsions d'achat absolument incontournables. Il y a aussi l'obsession de l'ordre. Moi, j'avais ça, par exemple, dans mes premières crises maniaques. Je passais mes nuits à ranger la maison. Et ce qui était assez étonnant, c'est que ce n'était pas un rangement qui était pensé par l'esprit, c'était les mains qui elles-mêmes avaient tout un algorithme de rangement un peu automatique, mais extrêmement efficace. Donc, je rangeais les tiroirs, je rangeais les étagères, il n'y avait plus rien qui traînait nulle part. La maison était au carré. Voilà, donc ça, c'est aussi un signe. Le sentiment prophétique, alors le sentiment prophétique, moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent en phase maniaque, c'est-à-dire que vous avez un contact permanent avec Dieu, Dieu vous envoie des signes, et puis donc vous lui posez des questions, il vous répond par des signes dans le paysage, tout est jalonné de signes, et vous marchez dans votre vie complètement balisé par ces signes. Donc ça, c'est le sentiment prophétique. Un autre signe, c'est la séduction. Donc, en phase maniaque, vous avez besoin de séduire, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de plaire. Et donc, vous entamez des séductions assez facilement. Alors après, ce n'est pas forcément pour autant que vous allez faire beaucoup de conquêtes, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez cet esprit extrêmement tumultueux, donc avec des idées un peu dans tous les sens, vous allez passer du coq à l'âne, donc vous allez aussi passer d'une femme à l'autre assez rapidement, ce qui fait que globalement, votre efficacité n'est pas terrible. Voilà. Alors après, il y a la logorée, c'est-à-dire la diarrhée verbale. En phase maniaque, vous avez besoin de parler. C'est très difficile de faire taire un bipolaire en phase maniaque. Donc voilà un petit peu pour les phases maniaques. Donc vous reconnaîtrez peut-être des personnes de votre entourage qui ont ces signes caractéristiques. Alors, dans les phases maniaques, il y a parfois ce qu'on appelle les bouffées délirantes. Alors, les bouffées délirantes, ça veut dire que, bon, comme vous voyez, il y a l'esprit qui fonctionne très vite, vous avez peu de sommeil, donc il y a un moment donné où vous perdez contact avec la réalité et vous vous engagez dans des idées un peu hors de la réalité, un peu extraordinaires, délirantes. Alors, pour vous donner un exemple,
Moi, un jour, je me suis réveillé vers 5 heures du matin. Je suis monté dans la Sainte-Baume faire une sorte de méditation. Et puis, j'ai décidé que, en fait, il fallait que je monte à Paris et que je jette le président de la République dans la Seine, dans le fleuve la Seine. Bon, alors je suis descendu à Aubagne, et puis bon, cette idée persistait, ce qui fait qu'une heure après, j'étais sur le quai de la gare à Marseille, bien décidé à monter à Paris pour jeter le président dans la Seine. Donc 3 heures après, j'étais sur le quai de la gare de Lyon à Paris. J'ai traversé tout Paris à pied pour aller jusqu'au palais de l'Élysée. Et donc, bon, bah là, j'ai voulu mettre mon idée à l'épreuve. Mais bon, vous doutez bien que le président de la République, il ne m'attendait pas. En fait, il y a tout un cordon de policiers autour de l'Élysée qui sont habillés de toutes sortes, en civil, pas en civil, de toutes les manières possibles. Et que bon, alors tout ça est raconté en détail dans mon livre. Mais bon, ils m'ont donc arrêté. Ils m'ont empêché de passer à l'action. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'étais toujours dans ce délire. Et même arrêté, j'étais persuadé que j'allais convaincre les policiers de les amener à épouser ma révolution et à m'aider à mettre le président dans la scène, à faire mon coup d'État en quelque sorte. Voilà, donc en fait, bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ça, au moment où ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique. Mais bon, même en redescendant de l'hôpital psychiatrique, ils m'ont renvoyé vers Valvert le lendemain, mais même sur la redescente, là, j'étais persuadé en redescendant que j'allais faire l'indépendance du pays d'Aubagne et de l'Étoile, parce que ces Parisiens n'y comprenaient rien, et puis et que Magali Giovannangeli, qui était la présidente de l'AGLO à ce moment-là, allait dire d'accord. Ce qui évidemment ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être que des bouffées délirantes. Il y a des moments où vraiment vous êtes à côté de vos pompes, quoi. Mais bon, avec une énergie qui peut être colossale, quoi. Vous pouvez vraiment avoir une très très forte énergie. Alors après, il y a les symptômes de la dépression. Alors la dépression, c'est exactement le contraire de la phase maniaque. C'est-à-dire que là, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes triste avec des idées mélancoliques, vous êtes abattu, un processus extrêmement ralenti, votre esprit, vous êtes dans une sorte d'hiver, quoi. Vous êtes en train de ralentir tous vos processus de vie, et bon, avec beaucoup de douleur quelque part. La dépression est en général assez douloureuse. Et ces idées sont parfois tellement douloureuses que vous pouvez être conduit à avoir des idées suicidaires, dans ce qui m'est arrivé, voire des projets suicidaires, c'est-à-dire décider carrément de vous suicider. Et le nombre de suicidés chez les bipolaires est absolument énorme. C'est colossal le nombre de bipolaires qui se suicident. Alors, donc, là, on a terminé un peu la première partie. Donc, vous voyez que vous avez d'un côté des phases, enfin, le bipolaire, d'un côté, il a des phases maniaques qui peuvent conduire à des comportements franchement dangereux, enfin dangereux pour soi, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes par la suite. Et puis, dans les phases dépressives, d'une part, c'est très douloureux, mais ça peut vous conduire aussi au suicide. Donc, incontestablement, la bipolarité, c'est une maladie grave, c'est une maladie très grave. Alors maintenant, on va voir si la bipolarité a un rôle. Donc, comme je vous disais, est-ce que la bipolarité, ces fameuses crises maniaques et ces crises dépressives, est-ce qu'elles se déclenchent n'importe quand ou bien est-ce qu'il y a une raison à leur déclenchement? Alors là, moi, je vous parlerai de mon expérience. Donc moi, j'ai analysé un certain nombre de mes crises maniaques. Donc dans mon livre, je relate sur trois crises. Je relate sur 3 crises, comment ça s'est produit, à partir de quoi et comment les crises se sont produites.
Donc, ce qu'il apparaît dans mon cas, c'est que les crises ne surviennent pas du tout n'importe quand, mais seulement quand je suis confronté à des problèmes très graves, des problèmes très douloureux, très contraignants que je n'arrive pas à résoudre. Donc, j'ai essayé, avec tous les moyens normaux autorisés, de trouver des solutions et je n'ai pas trouvé de solution. Et là, la bipolarité intervient. Alors, que fait la bipolarité dans ce cas-là? Alors, si vous passez en mode maniaque, comme on a vu, ce qui se passe, c'est que vous avez une désinhibition totale et vous avez une augmentation de l'activité intellectuelle. Alors, si vous avez ces deux conditions, vous avez le cerveau qui fonctionne beaucoup plus vite et tout est autorisé. Il est évident que dans ce cas-là, le champ des possibles s'élargit, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de solutions que quand vous étiez dans votre univers contraint avec votre esprit qui fonctionnait lentement, normalement mais lentement. D'un seul coup, tout est autorisé. Et en plus, vous avez votre esprit qui fonctionne plus vite. Donc, vous allez avoir effectivement beaucoup plus de solutions qui vont être accessibles. Mais bien entendu, dans la mesure où vous êtes désinhibé, vous risquez de devenir asocial. Asocial, ça veut dire que vous risquez d'avoir des problèmes avec votre famille, avec vos amis ou avec la police. Si les trois me sont arrivés. Voilà un peu le processus bipolaire. Alors bon, pour vous illustrer un petit peu ce processus, je vais décrire ma première crise maniaque qui date de 1999. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est pour que vous voyez bien tout le processus. Alors, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, donc en 1999, il faut revenir quasiment 20 ans en arrière, c'est-à-dire quand j'avais 17 ans. J'avais 39 ans en 99, donc quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai décidé de m'installer. J'étais très amoureux d'elle, j'ai décidé de m'installer. Donc, en fait, je suis allé voir mon père à ce moment-là et je lui ai dit, je lui ai fait part de mon désir de m'installer avec elle. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et puis, mon père m'a dit, écoute, cette femme, elle est plus âgée que toi, elle avait 21 ans, donc 4 ans plus que moi. Donc, il m'a dit, elle est plus âgée que toi, elle sera toujours ta mère. Et puis toi, tu n'as pas vécu ta vie de jeune homme, donc tu courras toujours après ta vie de jeune homme. Alors bon, moi j'ai écouté mon père et puis je dis bon, c'est son avis. Moi je pense que j'ai envie de m'installer avec cette femme, je vais m'installer avec elle et puis c'est tout. Donc je l'ai bien remercié pour ses conseils, mais j'en ai fait qu'à ma tête. Je me suis installé à 17 ans avec celle qui allait devenir ma femme plus tard. Voilà. Donc, au début, tout s'est très, très bien passé. Il n'y avait pas de souci. Seulement, voilà. Après, quand le temps a passé, petit à petit, la prophétie du Père a commencé à me travailler et un peu à se réaliser. C'est-à-dire que je commençais à me dire, mais oui, j'ai vu une femme, mais je n'ai pas connu d'autres femmes, et je suis peut-être passé à côté d'autres choses. Puis bon, ça a commencé à être une petite idée, mais qui se faisait de plus en plus obsédante, comme quoi il y aurait des choses magiques à découvrir dans les autres femmes, et que moi, je serais enfermé dans un univers où je ne connaîtrais qu'une femme. J'ai commencé à en faire une sorte d'idée, d'obsession, une sorte d'obsession. Puis bon, j'ai commencé à regarder les femmes dans la rue, dans les supermarchés, tout ça. Et puis, petit à petit, l'idée d'avoir une relation extra-conjugale a fait son chemin. Puis bon, je me suis trouvé comme ça dans la rue plusieurs fois à suivre des femmes, quoi. Et là, j'avais un problème. J'avais un problème parce que, en fait, je suivais les femmes et au moment où j'arrivais à leur hauteur, où je commençais à leur parler, j'étais complètement paralysé. J'étais complètement paralysé, je ne pouvais pas sortir un mot, je me mettais à trembler, incapable de développer la moindre séduction. Alors pourquoi je me trouvais dans ce problème? Tout simplement parce que bon, j'avais d'un côté l'influence de mon père qui me disait va vivre ta vie de jeune homme,
Mais d'un autre côté, j'avais l'éducation de ma mère, qui est plutôt alsacienne, avec une autre idée du couple, une autre idée de la famille, le fait qu'il faut être bon père, bon mari, etc. Donc, ces deux idées venaient en contradiction. Et en fait, au moment de passer à l'action, je me trouvais inhibé par l'influence quelque part de ma mère. Eh bien, au fil du temps, je me trouvais comme ça dans une situation où d'un côté, il fallait que j'aille chercher ce que mon père disait, ces autres femmes, mais où d'un autre côté, j'étais incapable de passer à l'action. Et ce qui fait que pendant des années et des années, je me suis trouvé comme ça dans cette espèce de nasse où j'étais dans le désir de conquérir sans être capable de le faire et j'allais constamment d'échec en échec. Donc incapable de m'épanouir dans ma vie familiale et incapable d'avoir une relation extra-conjugale. Et donc vous voyez un petit peu là la nasse, c'est-à-dire il y a le problème. Là, vous avez un contexte tout à fait bipolaire, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans une nasse, vous avez un problème qui vous pourrit vos journées et vous êtes incapable de trouver la solution. Vous ne trouvez pas la solution, votre éducation, votre intelligence n'arrive pas à trouver de solution. Eh bien, la bipolarité, elle a trouvé la solution. Donc, j'ai rentré donc bien plus tard, en 1999, je suis rentré dans une phase maniaque où donc, je me suis autorisé tout un tas de choses. Et notamment, un jour, je me suis retrouvé dans une rue face à une femme et avec le désir de la séduire. Mais cette fois-ci, je n'étais plus du tout inhibé puisque la crise maniaque m'autorisait de faire ce que je voulais. Et ça allait à tel point et les idées en fait sont tellement bizarres dans ce moment-là que je suis allé jusqu'à me coucher par terre devant elle, lui chanter des chansons tout en dansant par terre. Donc évidemment, ça c'est la bipolarité, c'est les idées un peu délirantes des phases bipolaires et la désinhibition qui vous amène à des solutions tout à fait incongrues. Voilà. Et donc, à tenter cette opération de séduction. Alors là, évidemment, qu'est-ce qui peut se passer dans un cas comme ça? Alors là, pour bien comprendre, il faut déjà savoir cette femme que j'étais en train de séduire, qui c'était. Donc, c'était une femme que je ne connaissais pas, mais quelle était sa profession? Alors là, ça ne s'invente pas. Cette femme, elle était infirmière psychiatrique. Alors évidemment, quand elle m'a vu par terre dans cet état-là, elle s'est dit il y a un problème. Ça a immédiatement réveillé des tas de choses chez elle. Alors, bon, elle m'a fait croire que ma séduction fonctionnait. Elle m'a monté dans sa voiture. Elle m'a dit on va passer la soirée chez moi. En fait, elle s'est arrêtée à l'hôpital. Elle a garé sa voiture devant l'hôpital. Donc ça aussi est tout à fait raconté dans le livre. Et donc, j'ai vu surgir de l'hôpital à un moment donné une dizaine de personnes qui se sont mis autour de la voiture. Ils ont ouvert la porte d'une façon extrêmement violente. Ils m'ont tiré sur le sol aussi avec une extrême violence. Ils me sont tombés tous dessus et ils m'ont porté comme un poids mort à l'intérieur de l'hôpital où ils m'ont fait boire un breuvage somnifère et j'ai dormi jusqu'au lendemain. Donc ça a été ma découverte de l'hôpital psychiatrique. Alors, vous me direz, c'est bien beau, mais en quoi la bipolarité vient résoudre le problème? Alors, la bipolarité, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle m'a permis de sortir de la nasse dans laquelle j'étais, de tenter un autre chemin. Ce chemin, il m'amène à l'hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, là, je suis reçu par des psychiatres, bien entendu, par des psychologues, par des infirmiers. Il y a tout un tas d'activités. Je passe un mois au repos, donc il y a toute la découverte de la méditation, du retour sur soi-même, de l'introspection. Et tout ça, en plus, met au grand jour ce qui était un peu un secret. Personne ne savait que j'étais dans cette nasse, personne. C'était vraiment un secret qui était partagé par personne. Et là, d'un seul coup, ce sujet était mis sur la place publique.
et il y avait beaucoup de gens autour pour y réfléchir. Donc, ça m'a fait prendre le chemin de la psychothérapie par rapport à cette question. Et au bout de cette psychothérapie, après un certain nombre de rencontres, j'ai fini par prendre la décision de me séparer de mon épouse. Donc, évidemment, la bipolarité a mauvaise presse parce qu'elle conduit à une séparation d'un couple. Mais bon, d'un autre côté, elle résout un problème. Moi, j'étais dans une nasse, elle me sort de la nasse. Elle me met, bon, rien n'est résolu. Moi, ma situation, du coup, matérielle, on prend un coup, quoi. Mais bon, je peux partir sur une autre trajectoire. Je ne suis plus prisonnier de ce problème-là. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne la bipolarité sur un cas particulier. Donc, dans mon livre, vous verrez deux autres cas qui sont traités. Je voudrais vous parler d'un autre aspect de la bipolarité. Voilà, moi, dans mes crises maniaques, dans à peu près toutes les crises maniaques que j'ai, j'en ai eu beaucoup, peut-être une dizaine ou une douzaine depuis le début, il y a une idée récurrente qui surgit pendant les crises maniaques. Cette idée, c'est de dire que le monde est malade, que le monde serait malade à cause de l'argent, parce qu'on utilise l'argent dans nos échanges, et que la solution serait de retirer l'argent du système. Alors évidemment, quand vous parlez de ça en société, vous pouvez faire l'essai, vous parlez de la société sans argent, 15 secondes après, au maximum, vous avez toujours quelqu'un pour vous dire que c'est de l'utopie. Donc, c'est du délire, c'est de l'utopie, que ça n'a aucun sens concret. Alors moi, ça fait 20 ans que je réfléchis sur ce sujet, et je pense, alors d'une part, il y a une chose, c'est que moi, quand j'ai des idées délirantes en phase maniaque, quand je suis après en phase normale, je les prends comme des pépites d'or, c'est-à-dire que je les analyse, je me dis, mon inconscient a sorti quelque chose, il faut que j'étudie ce qu'il a sorti. Et donc, quand j'ai étudié ça, je me suis rendu compte que la société sans argent, ça pouvait vraiment être la solution de beaucoup de nos problèmes, de notre société d'aujourd'hui. Donc, j'en ai fait un projet solide et documenté. J'ai fait des vidéos qui sont sur mon site internet. Et je viens de sortir un livre qui s'appelle Jeanne et les rameaux d'olivier, qui fait partie d'une série qui s'appelle Le monde d'Abraham, et donc qui traite de ce sujet-là. Et donc, toujours dans cette continuité-là, je suis en train d'étudier l'hypothèse de faire une candidature à l'élection présidentielle sur ce sujet pour présenter la société sans argent aux Français. Donc, c'est une idée qui sort des crises maniaques, mais que je considère comme tout à fait intéressante à traiter. Voilà, donc, bon, si on fait un petit résumé, dans la première partie, on a vu que les symptômes de la bipolarité avec les parties maniaques et les parties dépressives, et bon, on a conclu que c'était une maladie très grave. Dans la deuxième partie, on voit que cette maladie, elle n'intervient pas n'importe quand, elle intervient quand des problèmes existent, et en fait, c'est une proposition de solution. La bipolarité, c'est un mécanisme de résolution des problèmes. Mais donc, on a vu dans la première partie que ce mécanisme de résolution des problèmes, il peut rendre asocial. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce mécanisme de résolution de problèmes sans devenir asocial en contrôlant le processus? Alors, on va voir dans cette troisième partie, qu'on peut effectivement la contrôler et qu'on dispose d'un véritable arsenal pour le faire. Alors les outils, je vais vous parler donc des médicaments, bien entendu, des psychothérapies, de tout ce qui est l'adaptation de l'environnement, bien sûr, la méditation, la relaxation, la marche à pied, la pension d'invalidité aussi qu'on peut utiliser, l'hôpital psychiatrique,
les médecines alternatives. Bon, là, j'en citerai quelques-unes, il y en a certainement d'autres. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de savoir détecter les crises maniaques, puisqu'à partir de là, on peut enclencher un processus de correction. Alors, les médicaments, à nouveau, là, il y a tout un arsenal qui est disponible. Donc, je ne vais pas faire un inventaire de tous ces médicaments, parce que là, d'une part, enfin, ce n'est pas du tout ma compétence, là. Enfin, j'en ai testé un bon nombre, mais il y en a beaucoup plus encore que ce que j'ai testé. Moi, je suis soigné actuellement avec le lithium et aussi le risperdal, qui est un neuroleptique. Donc, le lithium, c'est un thymorégulateur qui régule l'humeur. Au lieu d'avoir des humeurs avec de fortes amplitudes, vous avez des humeurs avec une amplitude beaucoup plus faible. Et le neuroleptique, lui, il travaille un petit peu sur l'agilité intellectuelle. C'est une sorte de bride, il vous empêche de partir trop en délire. Donc, bon, moi, j'essaye de réduire les médicaments. Là, j'ai fait on a beaucoup baissé le neuroleptique. Donc, au moment où j'ai démarré mon hypothèse de candidature à la présidentielle, l'activité est remontée un petit peu, mais là, c'est en train de redescendre. Donc, on retombe à un niveau tout à fait normal et on a redescendu également le traitement. Donc, moi, j'ai comment dirais-je, un traitement qui est un peu adapté à l'activité intellectuelle. Alors après, pour trouver là où les bonnes molécules, ça peut être long, le bon dosage aussi. Moi, il a fallu pratiquement 3 ans entre le moment où j'ai décidé de me soigner et le moment où on a trouvé le bon traitement. Alors, ces médicaments, ils peuvent être très, très efficaces. Enfin, ils ont des actions certaines, hein, c'est-à-dire, si vous prenez le Loxapac, moi, quand je suis vraiment en crise maniaque aiguë avec une très, très grande activité intellectuelle, que je rentre à l'hôpital psychiatrique, on me donne le Loxapac, 2 jours après, je suis doux comme un agneau, voilà, je suis très tranquille, quoi. Incontestablement, ces médicaments, ils ont un effet, quoi. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Bon, là, à nouveau, ça dépend bien entendu des médicaments qu'on utilise. Donc, utiliser les médicaments, ça peut être très utile et très efficace, mais bon, après, il faut essayer d'en utiliser le moins possible à cause des effets secondaires. Donc là, il y a tout un dialogue à avoir avec son psychiatre. Alors, sur les psychothérapies, il y a aussi beaucoup d'approches possibles. Moi, j'en ai testé pas mal. Bon, au début, j'étais sur l'approche freudienne pure. Donc là, en fait, votre thérapeute parle très, très peu, quoi. Il vous dit continuez, oui. Enfin bon, il ne vous donne pas son avis sur ce que vous êtes en train de lui dire. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez difficile, quoi, surtout quand vous êtes en période dépressive, quand vous avez du mal à sortir ce que vous avez au fond de l'âme. Ce silence, j'ai trouvé ça très, très lourd. Alors maintenant, j'ai une psychologue, en fait, parce que j'ai une psychiatre qui s'occupe des médicaments, une psychologue que je vois entre tous les 15 jours ou tous les mois, suivant les cas, et qui parle aussi, c'est-à-dire je lui exprime mes problèmes et elle me donne son avis, on échange. Moi, j'aime bien cette façon de faire. Alors, un autre axe, c'est d'adapter l'environnement. Ça, c'est certain que c'est très important. Donc, diminuer les sources de stress. Parce que c'est certain que si vous êtes dans un travail où vous avez votre patron qui vous ennuie, vos collègues de travail qui sont insupportables, vous rentrez à la maison, vous vous entendez pas avec votre femme. Bon, c'est sûr que dans ces conditions de bipolarité, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez. Elle vous dira qu'il faut résoudre vos problèmes, quoi. Donc, il vaut mieux s'occuper de résoudre un peu ces questions, quoi, d'étudier les interfaces qu'on a avec les gens et d'essayer d'harmoniser toutes ces interfaces, éviter les personnes qui sont nuisibles et se construire un environnement sain. Alors, ce qui est très important, c'est de pouvoir s'isoler. Donc ça, c'est important pour les crises maniaques et pour les crises dépressives. Alors, pourquoi il faut pouvoir s'isoler?
Ben, quand vous êtes en phase maniaque, bon, si vous êtes en famille, par exemple, vous allez rentrer dans un mode où vous allez être différent de votre comportement habituel. Comme je vous disais, il y a des inhibitions, vous avez une grosse activité intellectuelle, vous vous intéressez à tout un tas de choses, vous allez énerver tout le monde, quoi. Donc, les gens vont vous renvoyer automatiquement leur inquiétude. Donc, si vous voulez, vous allez avoir le problème, vous avez votre crise maniaque à gérer, donc ce qui est déjà un gros problème, mais ensuite, vous allez devoir gérer l'inquiétude des autres et tous les sentiments négatifs qui vont vous renvoyer. Donc ça va faire une espèce d'emballement parce que du coup, vous allez vous-même manifester votre énervement à leur égard et puis ça peut s'emballer. Donc moi, je pense que c'est très important pour le bipolaire de pouvoir s'isoler. Bon, si vous n'avez pas les moyens de le faire dans votre environnement familial, vous pouvez aussi demander à votre psychiatre qu'il vous fasse interner à l'hôpital psychiatrique pour une semaine ou deux, le temps de retrouver un peu de calme et de sérénité. Alors, vous avez ensuite la pension d'invalidité. Ça, c'est un outil très, très important. Parce que, comme je vous disais, si vous avez des problèmes avec votre entourage professionnel, la pension d'invalidité, c'est quelque chose qui vous permet de vous mettre en retrait du travail. Vous n'êtes plus obligé de travailler. Donc, vous n'avez plus de planning, vous n'avez plus les petits chefs, vous n'avez plus tout un tas de choses. Donc, ça, c'est intéressant. Et en même temps, ça n'empêche pas de s'épanouir au travers d'activités bénévoles ou rémunérées, puisque vous pouvez aussi travailler tout en étant en pension d'invalidité. Voilà, donc après, il y a certains cas où la pension d'invalidité s'impose, parce que vous avez un certain problème de... Vous avez un problème d'exclusion, vous avez un problème d'exclusion des bipolaires, c'est-à-dire dès l'instant où vous êtes bipolaire, dans pas mal de sociétés, on ne veut plus de vous. Moi, ça m'était arrivé, donc au bout de 10 ans dans les entreprises de la région, à avoir travaillé tout en étant bipolaire, chacun connaissait ma bipolarité. Dans le monde de l'électronique, tout le monde connaissait ma bipolarité. Donc le jour où j'ai recherché du travail, plus personne ne voulait de moi à cause de ça. Donc, il y a une discrimination certaine qui est due à la bipolarité dans le monde professionnel. Et il n'y a pas que dans le monde professionnel, parce que bon, si vous entreprenez de faire des conquêtes féminines, vous pouvez avoir un certain succès comme ça tant que vous parlez de rien, quoi. Et puis, dès l'instant où vous annoncez votre bipolarité, là, il n'y a plus personne, quoi. Il y a une proportion de femmes qui s'en vont qui est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. C'est la grosse, grosse majorité. Donc, voilà, quoi, il y a encore une discrimination. Alors, ce qui est réconfortant, c'est que celles qui restent, c'est les meilleures. Alors, on va passer maintenant à un autre outil qui est extrêmement important, surtout pour les gens qui sont réfractaires aux médicaments, parce que ça, vous avez une alternative qui ne marche pas à 100%, mais qui permet de bien contrôler la bipolarité, c'est la méditation. Donc la méditation, à nouveau, il y a beaucoup d'écoles de méditation, il y a 10 000 façons de faire de la méditation. Moi, j'ai appris la méditation avec une psychiatre qui m'a donné les bases. Et en fait, le principe, c'est de gérer le flot d'idées. Donc, on voit bien que c'est vraiment bien adapté pour les bipolaires, surtout en phase maniaque, puisque là, on a vu qu'on a beaucoup d'idées qui partent dans tous les sens. Donc, la méditation, c'est une méthode pour gérer le flot d'idées. Si vous arrivez à gérer votre flot d'idées, vous avez déjà résolu un bon peu de votre problème. Alors là, la méthode de méditation, bon, moi, celle qu'on m'a apprise, en fait, ça consiste un petit peu à se placer en spectateur de son cerveau. C'est-à-dire, vous n'êtes plus acteur.
vous placez en spectateur de vous-même. Vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, vous laissez les idées, vous les accueillez, vous laissez les idées venir, mais vous ne cherchez pas à rentrer dans l'action. En fait, vous laissez se dérouler les choses, vous les laissez déposer leur énergie dans votre cerveau, faire leur petit travail. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, les idées s'en vont. Donc, vous laissez faire toujours. Et puis, bon, alors, bien entendu, vous vous mettez dans un endroit où vous êtes tranquille, hein, dans un jardin ou dans une pièce où vous êtes tranquille. Et puis, vous verrez que les idées vont revenir, vous les laissez revenir, puis elles vont repartir, puis elles vont revenir, puis elles vont repartir. Mais vous verrez que de cycle en cycle, elles vont perdre de l'intensité. Donc, vous laissez les idées, en fait, faire leur travail à l'intérieur de votre cerveau par cycle et perdre peu à peu de leur intensité. Et vous verrez que si vous attendez, pour passer à l'action, si vous attendez un certain nombre de cycles, vos actions seront bien plus efficaces dans les derniers cycles que les actions auxquelles vous pensiez tout à fait au début. Parce qu'il y a cette maturation, il y a des idées qui amènent à des actions nettement plus ciblées. Donc les actions auxquelles vous serez amené seront plus ciblées, seront beaucoup moins coûteuses aussi. Donc c'est très intéressant de retarder ce passage à l'action. Donc méditer, se relaxer, faire de la marche à pied. Moi je suis un grand adepte de la marche à pied, je fais plusieurs heures de marche à pied tous les jours. Tout ça, c'est des choses qui permettent de garder l'équilibre. Alors après, il y a l'hôpital psychiatrique. Alors, l'hôpital psychiatrique, bon, c'est certain que ça a un peu mauvaise presse. Vous avez vu dans quelles conditions j'y suis rentré pour la première fois. C'est vrai que ça donne peut-être pas envie. Puis bon, on se souvient des camisoles de force, des électrochocs et tout ça, des cris, tout ça. Bon, moi, j'ai passé quand même, oui, je vous ai dit, près d'un an tout cumulé en hôpital psychiatrique dans ma vie. Le souvenir que j'ai, c'est que c'est un lieu calme. Si vous allez à Val-Vert, il y a des grands espaces verts, vous pouvez marcher. C'est un lieu calme. D'un autre côté, c'est un lieu où vous sortez de votre contexte habituel. C'est-à-dire que c'est peut-être dans votre contexte habituel que vous avez la source de la crise. C'est peut-être dans la famille ou dans le travail. Si vous allez à l'hôpital, on vous extrait de ce contexte, ça vous permet d'y réfléchir pour trouver des solutions dans un environnement serein. Voilà, donc après, il y a beaucoup de gens pour vous écouter, pour vous conseiller. Il y a les infirmiers, les psychiatres, bien entendu. À Val-Vert, il y a même un petit café qui est très sympathique. Vous pouvez avoir un café pour quelques dizaines de centimes. Et c'est un lieu de rencontre dans les hôpitaux psychiatriques. On rencontre des tas de gens intéressants qui sont malades aussi psychiatriquement, mais il y a souvent des personnalités très riches. Alors, ensuite, vous avez les médecines alternatives. Alors moi, j'ai fait de la sophrologie. Donc ça, c'est aussi grâce aux centres médicaux psychologiques d'Aubagne. Donc la sophrologie, c'est une technique qui est basée sur la respiration et puis le contact, tout ce qui est le contact, les interfaces avec l'extérieur, l'interface du corps avec l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de faire beaucoup de bien au corps et de se calmer. Ça fait beaucoup de bien. Ça va dans le sens de la sérénité du corps. Alors ensuite, j'ai cité l'acupuncture, le MDR et l'hypnose. Donc ça, c'est trois techniques que j'ai utilisées conjointement. Alors en fait, au départ, j'avais un problème d'alcool. C'est-à-dire que il y a 3 ans de ça, je buvais 2 bouteilles de vin par jour, plus au moins 4 whisky par jour. Donc on peut dire que c'était de l'alcoolisme assez fort. Et donc j'avais essayé, depuis 2 ans déjà, j'essayais de diminuer la consommation d'alcool. J'étais passé par l'addictologue qui avait essayé tout un tas de choses, des médicaments, tout un tas de choses.
et on en avait un résultat quasiment nul. On avait baissé un tout petit peu, peut-être de 10% la quantité d'alcool, au prix d'efforts psychologiques terribles, et ça n'a pas fonctionné. Un jour, j'ai rencontré par hasard une thérapeute donc, qui m'a proposé une thérapie pour l'alcool, acupuncture, EMDR, hypnose. Et là, les résultats, bon, j'ai fait deux heures d'entretien, une séance combinée de ces trois techniques à la suite. Ma consommation d'alcool a baissé de 90% immédiatement. Bon, après, ça a remonté un petit peu, j'ai refait une séance. Et là, au milieu d'une séance d'hypnose, j'ai décidé d'arrêter l'alcool et depuis, j'ai plus bu d'alcool. Donc, c'est extrêmement efficace par rapport à l'alcool. Ces techniques ont été extrêmement efficaces. Donc, j'ai demandé à ma thérapeute si elle pouvait faire quelque chose par rapport à la bipolarité. Alors, elle m'a dit très modestement qu'elle n'avait encore jamais fait, mais qu'on pouvait tester. En fait, on a testé cette thérapie sur la bipolarité. On a réussi de baisser le neuroleptique dans des conditions très, très importantes, chose qu'on n'avait jamais réussi avec ma psychiatre auparavant. Auparavant, dès qu'on baissait un petit peu, je partais en crise. Donc, incontestablement, il y a un effet. Moi, l'hypnose, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant par rapport à l'inconscient. C'est-à-dire que l'hypnose, ça vous met au contact avec votre inconscient. Donc, si vous avez des problèmes sous-jacents dans votre inconscient, ça vous permet de les appréhender. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, bien entendu, des médecines alternatives, j'ai certainement pas fait le tour. Peut-être que parmi vous, il y aura des gens qui proposeront d'autres choses. Enfin, alors, toujours est-il sur les outils, un outil très, très important, c'est l'outil de détection des crises maniaques. Parce que ça, c'est pas du tout évident. Quand vous êtes en crise maniaque, surtout les premières fois, il n'y a rien qui vous dit que ça ne va pas. Au contraire, tout va très bien. Vous n'êtes jamais senti aussi bien, vous n'êtes jamais senti aussi intelligent, invincible et tout ça. Donc, en fait, les gens vous disent « mais ça ne va pas, mais vous, de votre côté, ça va très bien. Il n'y a aucun souci. » Bon, alors après, évidemment, quand vous êtes passé par 3-4 crises maniaques, vous avez fait pas mal de dégâts à chaque fois, vous commencez à comprendre que c'est important de détecter les crises maniaques pour éviter des comportements un peu dangereux. Alors donc, il faut savoir détecter les crises maniaques. Ben donc là, en fait, on ne fait qu'appliquer ce qu'on a dit par rapport aux symptômes. C'est-à-dire, si vous voulez connaître votre état, il faut surveiller votre sommeil. Si vous voyez que votre sommeil se réduit d'une façon drastique, c'est déjà un indicateur. La fébrilité intellectuelle, si vous voyez que vous avez beaucoup d'idées, puis que les idées sont toutes, vous sautez du coq à l'âne en permanence, bon, là aussi, c'est un deuxième signe. Et enfin, il faut savoir écouter ce que dit l'entourage. C'est-à-dire, si votre entourage vous dit que vous êtes à côté de vos pompes, c'est vrai qu'au départ, on a envie de les envoyer balader parce qu'on ne sent pas du tout ça comme ça, mais il faut prendre le temps d'écouter, il faut le temps d'observer tout ça, de faire la synthèse et de décider suis-je en phase maniaque ou ne suis-je pas en phase maniaque. Alors après, si vous trouvez que vous êtes effectivement en phase maniaque, si vous avez analysé tous ces symptômes, et peut-être d'autres que connaîtront d'autres bipolaires, vous pouvez, enfin moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'arrête tout, c'est-à-dire je stoppe toutes les contraintes, je vide mon agenda de tous les rendez-vous qui ne me paraissent pas absolument indispensables, voire même ceux qui sont indispensables, et je donne la priorité à ma santé. Je passe des heures et des heures à méditer, je vais voir ma psychologue, je vais voir ma psychiatre, je ne m'occupe que de ma santé, c'est prioritaire. Et jusqu'à présent, donc ça fait 7 ans que ça dure, on a toujours jugulé les crises de cette manière-là, il n'y a jamais eu de problème. Maintenant, je fais presque plus appel à ma psychiatre, c'est très rare, j'arrive à traiter quasiment toujours par moi-même. Voilà un petit peu donc les outils. Alors on va passer à la conclusion.
Donc, on a vu que, la bipolarité, c'est une maladie grave, quoi. Ça s'envoie que c'est une maladie qui a mauvaise presse, mais bon, il y a de quoi, puisque dans les phases maniaques et dans les phases bipolaires, vous avez tout un tas de choses qui se passent, de phases dépressives, vous avez tout un tas de choses qui se passent, qui ont des conséquences graves, quoi, qui sont vraiment, qui peuvent être très douloureuses. Voilà. Mais par contre, donc, dans la deuxième partie, on a vu que le processus bipolaire, c'est un mécanisme de résolution des problèmes. Donc, on a tout intérêt à essayer de le canaliser, de l'apprivoiser. Et dans la troisième partie, on a vu qu'il y a beaucoup d'outils pour canaliser sa bipolarité. Et en fait, si vous apprivoisez votre bipolarité, vous verrez que ce que vous mettez en œuvre, ça va dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie. En fait, votre bipolarité, elle vous fait part d'un problème sous-jacent qui est important. Si vous résolvez le problème, vous verrez que votre qualité de vie va s'améliorer. Donc, sans aucun doute, la bipolarité est un atout. Alors, où en est votre conférencier aujourd'hui? Eh bien, donc, il n'y a plus d'hospitalisation depuis 2013. Comme je vous disais, le traitement au neuroleptique, bon, il a été nettement diminué. Il est adapté en fonction des besoins. Il a été diminué jusqu'à un facteur 6. Là, on a doublé la quantité, mais elle va retomber. Enfin, l'objectif, c'est de la mettre à zéro très rapidement, là, dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Et puis ensuite, on étudiera aussi la possibilité d'éliminer le traitement au lithium, donc toujours avec un même processus, qui est un processus très régulier, de réduction régulière. Alors, comme je vous disais, moi, je suis très épanoui dans mes activités. Professeur de maths, j'adore enseigner, et puis écrivain. Donc là, je viens de sortir mon deuxième livre, j'écris le troisième en ce moment. J'ai beaucoup d'activités bénévoles, donc création de sentiers pour les SDF. Et comme je vous disais, une activité politique aussi. Donc, on peut être bipolaire et pleinement épanoui. Voilà, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Merci Philippe pour ce retour d'expérience. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions, en fait, en activant votre micro, tout simplement, ou lever la main, comme ça je vois effectivement qui c'est qui veut poser une question aussi. Donc, en désactivant votre micro, vous pouvez poser une question. Si. Alors, je vois qu'il y a une fonctionnalité qui bloque. Hop, je vais vous permettre de... Voilà. Normalement, ça marche là. Pour activer vos micros, c'est parfait. On vous écoute. Ah. Alors, quelques personnes ont activé. Allez-y. C'est moi là? Bonjour, oui, tout à fait. Ah d'accord. Bon, donc j'ai pris en retard malheureusement parce que il y avait des liaisons qui ne marchaient pas. Donc il y a une partie que j'ai ratée évidemment. Mais par contre, la deuxième partie, je l'ai trouvée très intéressante. Et puis, ça me pose énormément de questions parce que je trouve que je le voyais assez grave, mais on peut vivre avec et c'est très bien. Et ensuite, les signes, alors peut-être que j'ai raté la première partie et qu'il y a des signes plus plausibles, mais souvent c'est un ressenti que l'on a
beaucoup d'entre nous des phases dépressives et à un moment de la vie, suivant les événements extérieurs, on se sent tout d'un coup libéré et ensuite libéré, très libre. Parfois, on heurte la famille qui a l'habitude d'un comportement beaucoup plus introverti, discret. En effet, on a des éclaboussures de plus ou moins de notre caractère, mais on est tellement bien que peut-être on se fait des illusions aussi. Je ne sais pas. J'ai beaucoup entendu parler de ces éléments. Je ne pensais pas que ça pouvait rentrer dans un cadre de bipolarité. Voilà. Oui. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, parce que vous n'êtes pas bipolaire, en fait. Vous êtes non, pas du tout. Je me suis posé la question même à un moment, puisque j'étais tellement bien, je me demandais d'où ça me venait tout d'un coup, alors que j'avais changé de caractère, quasiment. Mais bon, voilà. J'ai demandé à un psychiatre, mais on m'a dit non, non, non. Souvent, les gens disent oui, mais tout le monde est bipolaire. Parce que tout le monde a des hauts et des bas. Donc, c'est vrai que, bon, en fait, moi, je crois que c'est simplement une question d'amplitude, quoi. Tout le monde a des hauts et des bas. Ah, d'accord. Après, le jour où vous êtes déclaré bipolaire, en général, le jour où vous vous cognez quelque part, quoi. Le jour où vous cognez à une autorité ou à la famille, où il y a quelqu'un qui supporte plus votre amplitude, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une grande amplitude, moi, une seule, quoi, quasiment, hein, entre l'enfance, l'adolescence, une partie de ma vie, et après, où ça a été le mieux, réussir sa vie, être heureuse avec soi-même, avec les autres. Mais c'est vrai que l'extérieur m'a posé des problèmes. Mais beaucoup de problèmes. La bipolarité, c'est un problème avec l'extérieur, hein, parce que c'est toujours, en fait, le problème surgit quand vous commencez à vous confronter aux autorités ou à la famille. C'est là que… Parce que de l'extérieur, si vous êtes tout seul, la bipolarité n'existe pas. Hein. La bipolarité, c'est un problème social. C'est un problème social. Oui, c'était tout seul. Oui, ben, c'est-à-dire que l'enfance, on n'est pas seul, mais on se croit seul. Et ça détruit un peu tout l'actif. Il y a quand même le problème du suicide, quoi. Si vous êtes tout seul, vous pouvez vous suicider. Ça peut être effectivement. Ah, oui. C'est un cas où effectivement tout seul. Oui, vous avez le courage. Vous avez peut-être le courage, ce que vous n'avez jamais eu avant. Oui, possible. Mais bon, si vous êtes heureux, on ne voit pas pourquoi on quitterait la Terre. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. On m'entend là ou pas? Non? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Ouais. Moi, j'ai une bipolarité, mais la phase maniaque est relativement courte. Et c'est surtout la phase dépressive qui suit derrière, qui est vraiment très, très, très longue. Alors, vous n'en avez pas trop parlé de ça. Et oui, parce que moi, je suis plutôt un maniaque, je ne suis pas trop un dépressif. J'ai fait quelques dépressions. Et en fait, moi, en fait, en fait, j'ai publié une vidéo là, et j'ai beaucoup de retours de gens qui sont dépressifs en fait par YouTube là. En fait, moi, mon expérience de la dépression, c'est que il y a beaucoup une question d'acceptation. C'est-à-dire que si vous acceptez la tristesse, si vous acceptez la mélancolie, si vous vous laissez vraiment plonger jusqu'au fond du trou sans chercher à vous retenir, quoi, ça se résout plus facilement que si on résiste. Moi, j'ai eu une phase dépressive il n'y a pas longtemps, et ça s'est passé assez rapidement parce que j'ai fait comme ça. Bon, aussi, je me suis fait aider d'une psychologue, hein, ça m'a énormément aidé pour fixer un certain nombre de choses. Est-ce que vous vous faites suivre par oui, bien sûr, bien évidemment. Non, mais moi, enfin, bon, mon expérience personnelle, c'est que ma phase maniaque était relativement courte. Bon, maintenant, je la maîtrise comme vous, je connais, hein, dès que je ne dors plus, je sais qu'il faut que je fasse attention. Donc, je la maîtrise totalement, ma phase maniaque.
Ok. Par contre, la phase dépressive, bon, maintenant aussi, parce qu'avec le temps, bon, bien évidemment, on sait ce que c'est. Mais à l'époque, au tout début, quand je ne savais pas tout ça, c'était, enfin, la phase maniaque était relativement courte, mais la phase dépressive relativement longue jusqu'à aller dans les centres psy, quoi. Donc voilà, après, chacun a des réactions différentes, ça c'est clair. Moi, j'avais une interprétation, parce que là, j'ai décrit en fait la résolution des problèmes par la phase maniaque, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, mais je pense qu'on peut faire la même chose par rapport à la phase dépressive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un fonctionnement nominal du cerveau, quoi. Il y a un fonctionnement nominal du cerveau. Si les problèmes n'arrivent pas à être résolus dans cette phase-là, pour moi, soit il essaye la phase maniaque, c'est-à-dire il met le cerveau à 300%, et donc il augmente l'activité intellectuelle, soit il passe en phase dépressive et il met le cerveau. Et en fait, je pense que c'est deux stratégies de résolution des problèmes. En disant, je change de mode, comme dans le mode nominal, ça ne fonctionne pas, j'essaye de trouver des solutions, soit en accélérant le cerveau, soit en le ralentissant. Donc, je pense que la dépression, c'est un mécanisme de résolution de problèmes aussi. Mais comme je ne suis pas trop dépressif, je n'ai pas d'exemple. Oui, ok. Moi, je pense que la dépression, enfin, c'est un mode où on se ralentit énormément, où on peut prendre du recul par rapport aux choses, essayer de bien analyser les choses, toujours pareil, sans rentrer dans l'action tout de suite. Mais bon, essayer de prendre des décisions aussi qui permettront, des décisions sur l'architecture de sa vie future, qui permettront de repartir sur un bon pied, quoi. Moi, je le vois un peu comme ça, un peu comme un hiver où on taillerait un arbre. On taillerait un arbre pour repartir, quoi. Oui, en fin de compte, c'est la même démarche que la phase maniaque, en fait, hein. Après, il faut trouver des solutions qui permettent de sortir de cette dépression ou de mieux la Voilà, vivre, c'est comme ça. pour la phase maniaque, pareil. Alors après, chacun, disons, l'aborde globalement à sa manière, aidé de psy, aidé de psychologue. Mais surtout, ce qui est important, c'est la volonté. La volonté de faire et de mettre des outils pour pouvoir s'en sortir, comme vous avez fait vous, parce qu'apparemment, vous avez mis beaucoup d'outils en place et je pense que vous êtes sorti de tout ça grâce à ça. Absolument. Bien, merci pour votre intervention. Isabelle a levé la main, on vous écoute. Oui, moi je ne suis pas bipolaire, mais je voudrais savoir s'il existe différents degrés dans les atteintes par cette maladie. Et partant, est-ce que la panoplie de solutions ou d'outils sont plus ou moins efficaces, suivant les différents degrés de gravité? Alors là, moi, je ne suis pas trop psychiatre, hein, mais je pense que, enfin oui, par rapport à ce que je... Enfin, moi, dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai vu surtout des cas un peu lourds, quoi. Des cas légers de bipolarité, je ne connais pas trop. Non, enfin bon, non, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas répondre à votre question. S'il y a des gradations dans la bipolarité, je ne sais pas. C'est ça. Est-ce que comment on lève la main? vas-y, en haut, avec Michel. Oui. Non, c'est pas ça, c'est pour voir le micro. Et après, qu'est-ce que partager, converser, voilà, Marie-France Bertin. Alors, Je ne sais pas qui a la parole, c'est Michel apparemment. attendez, oui, je répète, je voulais savoir si les bouffées délirantes n'abîmaient pas trop le cerveau. Ah, ça, moi, enfin, moi, mon cerveau, il doit être pas mal abîmé parce que j'en ai eu pas mal, quoi. Mais enfin, oui, moi, c'est ce qu'on m'a dit toujours les psychiatres. Ils disent que en fait, il faut se soigner parce que si on ne se soigne pas, on fait beaucoup de bouffées délirantes et on détruit son cerveau. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Ça, c'est vrai.
Oui, oui, c'est ce que j'entends dire aussi. Oui. Hmm. D'accord. Oui, n'oublions pas que là, on est effectivement sur un retour d'expérience avec Monsieur Baratier et il n'est en aucun cas médecin, psychiatre. Ça ferait l'objet de notre angle et de notre point de vue, bien évidemment, sur la bipolarité. Isabelle, je vois à nouveau la main levée ou est-ce qu'on a… Non, non, pas du tout. Non, non, Parfait. je pense Alors, que j'ai oublié d'enlever ma main. merci. Excuse-moi. Merci en tout cas. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces conférences. Elles sont très intéressantes et vraiment, j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Diverses et variées, en effet. Oui. Philippe, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Philippe Baratier? Non, je suis très très heureux de cette conférence. Ça m'a fait plaisir de voir ces réactions aussi. Parfait. Vanessa, tu avais des questions? Moi, j'avais une question effectivement qui rejoint ce que Vanessa était en train de me dire à l'instant. En fait, ça vient de quoi? La bipolarité? Simplement, ben ouais. La bipolarité, disons que… Enfin oui, comme je disais dans la conférence, normalement, ça vient toujours d'un problème non résolu, quoi. Mais ça peut être un problème qui est dans l'inconscient, que c'est un problème que dont vous pouvez très bien ne pas avoir conscience. Hein. Et ça, enfin, moi j'ai eu des séances d'hypnose qui étaient très intéressantes, qui permettaient de découvrir quoi l'origine. Mais c'est identifié comme une maladie neurologique? Ou pas? L'origine, je pense qu'on ne sait pas trop l'origine. Il y en a qui disent que c'est comment dirais-je, génétique. Mais bon, je ne sais pas si ça a jamais été prouvé. Moi, je sais qu'il y a un moment donné, il y avait mon médecin psychiatre qui me disait ça. Je dis bon, à ce moment-là, ça doit être possible en analysant mon code génétique de savoir si je suis bipolaire ou pas bipolaire. Et il m'a dit, je vais voir si c'est possible. Et puis il m'a dit, c'est complètement impossible de faire ce test. Donc ça me paraît un peu bizarre. Non, je pense que l'origine, on ne la connaît pas trop. Moi, c'est un peu novateur ce que je propose, de dire que c'est en fait un mécanisme de résolution de problèmes, parce que ça, c'est mon expérience. Moi, j'ai la conviction que ça ne survient pas n'importe quand. Ça survient quand il y a des problèmes spéciaux. Mais moi, j'ai un exemple très récent. Et justement, c'est là où l'hypnose était intéressante, et tout le mécanisme qui était en place. En fait, c'est au mois de novembre. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Quand j'ai pris cette décision, la nuit où j'ai pris cette décision et la nuit d'après, je n'ai pas dormi du tout. C'est-à-dire que j'ai passé ma nuit à osciller entre sommeil-réveil, mais vraiment juste en dessous du sommeil, juste au-dessus du réveil, juste sur la ligne, quoi. Et bon, ça, quand je vois qu'il se passe ça pendant 2 jours, immédiatement, je réagis. J'ai appelé ma psychiatre et puis, j'ai envoyé un mail. Elle m'a répondu, on monte le neuroleptique à 2 mg et puis on se voit dans 2 jours. Donc, chose que j'ai fait immédiatement dès que j'ai monté le neuroleptique, j'ai dormi 4 heures la nuit d'après, ce qui m'a permis de repartir sur un cycle normal. Après, tout est rentré dans l'ordre. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas pourquoi je ne dors pas, en fait. Et j'ai eu l'idée d'aller faire une séance d'hypnose le lendemain. Et en fait, dans la séance d'hypnose, ça a duré, je ne sais pas, 3/4 d'heure. C'était assez insoutenable. Il y avait une espèce de musique qui était assez désagréable. Je me demandais ce que je foutais là. Et en fait, à la fin de la séance, dans les 5 dernières minutes, il a surgi à ma conscience le fait que si j'étais élu président de la République, je devrais aller habiter à Paris, à l'Élysée. Et ça, j'avais en aucun cas envie d'aller habiter à Paris. Et en fait, c'est ça qui m'empêchait de dormir. Donc ça, c'est pour vous dire, donc il y a un problème au départ qui empêche de dormir, vous ne savez pas lequel, et l'hypnose, elle vous permet de remonter à la source. L'hypnose, c'est très, très intéressant comme outil, très, très intéressant. Merci Philippe. Vanessa, une question. Monsieur Baratier, je voulais vous demander si cette maladie peut survenir à n'importe quel âge.
Apparemment, oui. Oui. Il y a des jeunes, moi j'ai connu des bipolaires à l'hôpital psychiatrique qui avaient 17-18 ans. Hein. Et puis bon, après, il y en a qui ont mon âge, voire moi je l'ai eu à 40 ans, maintenant j'ai 60 ans. Alors après, il paraît que ça peut s'arranger un peu avec l'âge. Il paraît qu'il y a des guérisons spontanées avec l'âge. Mais des très vieux bipolaires, je n'en connais pas. Après, ça fait penser à des maladies comme l'épilepsie aussi, Ouais. où effectivement, on ne sait pas trop d'où ça vient. Toutes les maladies neurologiques, hein, c'est… Alors l'épilepsie, il y a des médicaments communs. Là. Tout à fait. On est sur le dépakine, etc. Voilà, le dépakine, c'est un des médicaments qui permet de soigner la bipolarité. D'accord. Alors, je pense qu'il serait intéressant du coup d'avoir un autre angle, et je vous le propose pour une autre conférence, pourquoi pas mardi scientifique ou autre, c'est d'avoir un scientifique pour nous expliquer un petit peu ces thématiques-là, bipolarité, épilepsie, etc. Ouais, on va titiller le comité de pilotage des mardis scientifiques pour nous trouver un chercheur et venir nous expliquer tout ça. Philippe, un grand merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette conférence. C'est une première. N'hésitez pas, en tout cas, le bouquin de Philippe Baratier est disponible, soit en ligne sur différentes… je sais qu'il est sur Amazon, mais vous avez également les librairies de la ville d'Aubagne. Il y en a une toute récente, effectivement, rue de la République, la librairie des Furtifs. On est ravis de retrouver des librairies dans le centre-ville qui peuvent éventuellement les commander. C'est vrai qu'on aurait été en présentiel, on aurait bien volontiers fait une séance dédicace. Hein, et ben, on remettra ça dès qu'on pourra le faire au centre de congrès. OK. Un grand merci. Je pense qu'il y a… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, effectivement, on va rendre l'antenne, comme on dit. Quelqu'un a activé son micro? Sandry, peut-être? Non, moi c'était pour remercier ce monsieur qui s'est bien expliqué et qui a donné son avis. Voilà, tout ça, c'était très bien. Un retour d'expérience surtout, effectivement. Oui, voilà, c'est vrai. C'était très généreux. Oui. Alors, il y a des petits messages qui arrivent en discussion. Un grand merci. Voilà. Hein. Monsieur Baratier, vous êtes sollicité avec des petits messages là. Je vous transmettrai tout ça. La conférence a été enregistrée avec l'accord de Philippe Baratier. On va le travailler. Ça sera en ligne sur les chaînes YouTube, aussi bien celle de Monsieur Baratier que l'UTL. Donc, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 autres conférences que je viens de vous envoyer par mail. Une bonne fin de semaine. À très bientôt. Merci Philippe. Merci Marie-France. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.